Bonjour Esther Perel, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer pour ce premier épisode des Artichauts. Je suis très contente de vous avoir rien que pour moi pour cette petite heure et de pouvoir entamer avec vous cette discussion sur les solutions que vous prônez pour faire durer le désir dans les relations amoureuses. Alors vous êtes thérapeute de couple, clinicienne et auteure de 2 ouvrages sur le désir et l'amour, L'intelligence érotique, paru en 2007, et Je t'aime, je te trompe, sorti cette année. Vos conférences TEDx ont été vues par des millions de personnes et vous êtes considérée comme une grande prêtresse de l'amour dans le monde entier. Comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine? Qu'est-ce que votre approche a de particulier? Je pense que ce que j'apporte, c'est une vision d'abord qui n'est pas dans le jugement, qui est inclusive, qui est interculturelle et qui est interdisciplinaire. Donc je ne suis pas dans le dogme, je ne suis pas dans un modèle qui doit suffire à tous. Je suis dans la nuance, dans la complexité. Et je pense surtout que mon approche, surtout aussi, on l'entend dans le podcast Where Should We Begin, qui montre en fait le plus près comment je travaille toutes ces questions de désir, c'est une approche sur le travail relationnel qui est ce qu'on appelle en anglais male-friendly, que les hommes trouvent accessible aussi. Sinon, trop souvent, tout ce qui est guidance relationnelle s'adresse surtout aux femmes, comme si ce sont elles qui sont les responsables des relations, et en fait laisse les hommes en dehors du dialogue. Et pour moi, c'est très important que tout le monde soit inclus dans la conversation. C'est vrai que la plupart du temps, on a un peu l'impression que tout ce qui est lié à l'amour et au désir, c'est des histoires de bonnes femmes, quoi. Vous voulez que ça change? Ah, ça c'est évident. Je veux dire, de toute façon, la vie des femmes ne changera pas tant que celle des hommes n'aura pas changé. Et tant qu'elle est responsable du côté relationnel seule, il ne se passera pas grand-chose de bien non plus. Et je pense qu'il y a une soif de tous côtés de faire mieux. Vous ressentez cette curiosité de la part des hommes que vous rencontrez? Ah oui. Moi, écoutez, là, je suis en tournée pour mon nouveau livre et pour le podcast. On passe de pays en pays. Les hommes, ils sont présents, ils ont envie de me parler, ils ont des questions à poser. Je fais des groupes uniquement d'hommes. Je suis la seule femme qui rentre dans ces salles. Je n'ai aucun doute que la soif est partout, l'envie d'avoir des relations plus satisfaisantes, qui aient plus de sens, plus de substance, plus de joie. Elle est chez tous. Parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel univers relationnel, en fait. Pendant des siècles, tout était assez clair. Chacun connaissait sa place. On savait comment il fallait gérer la relation. Les adultes connaissaient leur place. Les enfants connaissaient leur place. Les mecs savaient comment parler aux femmes. Les femmes savaient ce qu'elles ne devaient pas dire aux hommes. C'était plein de certitudes, plein de règles et très peu de liberté. Et très peu d'expression individuelle. Et on se retrouve aujourd'hui dans un modèle relationnel avec énormément de liberté, un choix à ne plus savoir quoi en faire, sans règles et avec énormément d'incertitudes et énormément de doutes de soi, qu'on doit gérer soi-même. Donc, il y a un besoin de parler des conversations qui sont difficiles, puisque les règles ont été remplacées par des conversations, et on doit avoir ces conversations, et peu d'entre nous savent comment les aborder. Vous faites partie de ceux qui parviennent. Oui, moi je suis prof de langue, en fait. Voilà, j'enseigne une langue relationnelle qui amène à une intelligence relationnelle qui s'adresse à l'amour, au désir et aux relations et aux diverses dimensions essentielles de ce que constitue une bonne relation. Et notamment l'intelligence érotique. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement dans le cabinet d'une thérapeute de couple? Vous avez dû voir des choses assez incroyables au cours de votre carrière. Ça fait 35 ans que je suis thérapeute de couple. Mais vraiment, je pense que, vu qu'un thérapeute travaille en général dans une pièce fermée et qu'on ne peut jamais parler de ce qu'on fait, le fait d'avoir pu créer un podcast de thérapie de couple, qui ne sont pas du tout mes patients, c'est des milliers de gens qui se présentent, et de pouvoir ouvrir ce cabinet et faire entrer tout le monde pour entendre ce qui se passe. Parce que finalement, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'arrière-chambre d'un autre couple. C'est toujours secret. Et chaque couple se demande si ça arrive chez les autres. Et quand il est en panne de désir, il se demande comment ça se passe ailleurs. Et quand il ne se parle plus et quand il est dans une situation de distance froide comme ça, il se demande quoi faire. Et quand il est dans le conflit permanent. Donc avant, au village, on entendait tout.
On entendait toutes les disputes, on entendait toutes les séances d'amour. Là, on n'entend plus rien. On a des amis qui viennent nous dire qu'ils se séparent et on n'a même pas vu le danger approcher, quoi. Donc, ou la finalité approcher. Donc, quelque part, dans mon cabinet, ce qui est particulier chez moi, c'est que les gens viennent effectivement pour parler très souvent, pas toujours, mais ça a été le thème de mes 2 livres. Donc, pendant quelques années, je me suis surtout concentrée sur ces sujets-là dans mon cabinet aussi, qui sont les pannes de désir dans les couples, la sexualité dans le couple, tout couple, homosexuel, hétérosexuel, trans, etc. Et l'infidélité, qui est quand le désir va voir ailleurs. Donc ça, ce sont vraiment 2 thèmes que les gens sont venus aborder chez moi. Et entre autres, le fait que ces pannes de désir, si vous voulez, elles se produisent même dans des relations qui sont bonnes, qui sont satisfaisantes. C'est pas des couples qui sont en crise, c'est des gens qui souvent se demandent mais pourquoi ça marche pas, pourquoi on n'a pas envie, et pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais 3, 4, 7, 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? On a tellement à perdre, on a tellement investi, on a tant à préserver, et on ne fait plus l'amour. Comment vous arrivez à les faire se sentir en confiance, à créer cet espace libre de tout jugement, de toute moralisation, et de les amener à parler librement de leur sexualité? En n'ayant pas peur moi-même. Moi, je me sens très à l'aise avec ces sujets. Et donc, je me sens à l'aise de poser toutes sortes de questions et de dire toutes sortes de choses d'une façon naturelle, comme on parle de plein d'autres choses. Et je pense qu'en ayant confiance en moi par rapport à ça, j'aide avec l'anxiété qu'ont les autres d'aborder ces sujets. D'ailleurs, j'en parle dès la première séance. Moi, j'ai été formée en thérapie de couple où on parlait pratiquement jamais de sexe. Je l'ai fait pendant 20 ans avant. Je me demande comment j'ai fait d'ailleurs. J'ai été formée par les plus grands pontes en thérapie systémique et en thérapie de couple et familiale. On n'a jamais abordé le thème de la sexualité. On se demande quand même, c'est pas possible. Par pudeur? Non, c'était plus que ça. La théorie était que quand il y a des problèmes sexuels dans un couple, ce sont les conséquences de problèmes relationnels. Et donc, il faut travailler la relation, il faut gérer les conflits, il faut ramener l'intimité, il faut améliorer la communication, etc. Et d'office, la sexualité s'améliorera. Comme si quand ça marche mieux dans la cuisine, ça marche mieux dans la chambre à coucher. Ce qui, pour certaines personnes, est le cas. Il y a moins de ressentiments, il y a moins d'amertume, et on est plus ouvert, on a plus envie. Mais en fait, moi, je voyais des gens qui ne venaient pas dans cette situation-là, qui venaient nous dire « on s'aime et on ne fait plus l'amour. On s'aime et on n'a pas de désir. » Quelle est la relation entre amour et désir? C'est ça qui a commencé à gérer. Et donc, la théorie disait, il faut travailler le couple. Si le couple s'améliore, la sexualité s'améliore. Donc, on ne doit jamais parler de sexualité, puisqu'on doit parler que de la relation et de l'intimité dans le couple, et qu'elle gère tout. Or, ce n'est pas le cas. Ouais, et puis c'est exactement la thèse que vous avancez dans l'intelligence érotique, c'est que justement, c'est l'intime qui serait l'ennemi du désir. Est-ce que vous pensez qu'on a tort de rêver d'amour éternel, de mariage, de foyer, parce que finalement, l'intimité vient toujours à bout du sexe? Je vais un peu nuancer ça. Je dirais que pour la première fois dans l'histoire des relations, on essaye aujourd'hui de jumeler dans un couple, dans une relation, 2 groupes de besoins fondamentaux, humains, qu'on n'a jamais essayé de concilier avant. On veut, dans la même relation, avoir la sécurité, la stabilité, le prévisible, l'ancrage, l'appartenance, les racines, tout ça. Et on veut, dans la même relation, aussi avoir le mystère et l'inconnu, et le désir, et la surprise, et le risque. Ce sont 2 types de besoins qui viennent de sources différentes et qui nous prennent dans des directions différentes. Le besoin de sécurité et d'ancrage et le besoin d'aventure et de voyage. Homère le décrivait déjà dans l'Odyssée. C'est un thème épique de l'humanité. Et on veut, dans la même relation, avoir l'amour et le désir. L'amour qui est le besoin d'être sécurisé, de se sentir appartenir, de minimiser les distances, d'enlever les tensions, d'être connu, de bien connaître l'autre.
et le désir qui est beaucoup plus dans l'exploration, dans la découverte, dans le pont qu'il faut traverser pour aller visiter quelqu'un de l'autre côté, dans l'altérité. On veut entre 6 et 8, le familier, le prévisible et le stable, et après 9 heures, on veut l'imprévu et la surprise et le désir et l'inconnu, et tout ça dans le même couple, et la passion dans le même couple. Et ça, c'est un nouveau défi qu'on ne s'est jamais mis. C'est un espèce de paradoxe qui donne lieu aujourd'hui à ce que vous appelez la crise du désir, en Ouais. fait. Parce qu'en fait, ce qui nourrit l'amour, ce qui nourrit la stabilité et la sécurité n'est pas du tout la même chose que ce qui anime le désir et l'exploration et la découverte et le mystère. Et tout le monde le sait, et ça ne se résout pas avec des jouets et ça ne se résout pas avec de la lingerie. C'est un vrai paradoxe existentiel et on le veut, on s'acharne à ça. Et la question, c'est comment est-ce que ceux qui le font arrivent à naviguer ces deux types de besoins. La deuxième question que vous me posez sur l'amour éternel, c'est pas la même chose. L'amour éternel, je crois que là, on se retrouve dans un truc qui est assez fantastique. Le communisme, le marxisme, toutes les grandes théories et philosophies du 19e sont plus ou moins pas en vogue pour l'instant, pour le dire simplement. Le romantisme, on s'acharne. L'idéal romantique, mais on en veut plus tout le temps. Et on en veut plus dans un contexte qui a fondamentalement changé. Parce qu'on n'est pas en train de choisir entre 3-4 personnes au village, ni entre même 15 personnes à la ville. On se retrouve avec 1000 personnes au bout du doigt, sur une appli, en train de chercher, et on est en train de faire de la consommation romantique pour trouver son âme sœur. Et cette âme sœur, c'est la personne avec qui je veux avoir ce sentiment d'appartenance, d'extase, de transport, de mouvement. On se retrouve dans une conflation entre le spirituel et le relationnel. C'est une nouvelle religion, le romantisme. C'est une nouvelle religion. C'est le romantisme comme nouvelle religion, exactement. Vous dites donc qu'on a besoin d'une part de sécurité et de l'autre de mystère. Moi, j'aimerais bien vous lire un petit passage d'un essai qu'un ami m'a fait découvrir, qui a été écrit par Stig Dagerman. Et on en discute juste après, si vous êtes d'accord. « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux, du rationaliste, ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. » Vous connaissez ce texte ? Non. Est-ce que le besoin de consolation qu'évoque l'auteur justifie à vos yeux le besoin que l'on a souvent de fusionner avec notre partenaire au début d'une relation ? Moi, je pense que quand je lis ce texte, je dirais comme ça. Certains d'entre nous ont été élevés pour l'autonomie et certains d'entre nous ont été élevés pour la loyauté. Et on se retrouve avec une réalité existentielle différente. Il y a le besoin de consolation, mais il y a aussi le besoin de sens. Et le besoin de sens, c'est le sentir que j'importe à d'autres, que j'existe à l'intérieur des autres. Et quand je sais que j'existe à l'intérieur des autres, je n'ai pas besoin de fusion. Ils existent à l'intérieur de moi aussi. Et donc, je ne suis pas seule, même quand je suis avec moi-même. Fondamentalement, je ne suis pas seule. Et ça me permet de savoir que je suis connectée tout en restant libre. La fusion, c'est une défense contre ce manque. Comment on y parvient, en fait, à se sentir comme ça, indépendant, vraiment émotionnellement ? Vous savez, je vous disais avant qu'on a deux besoins fondamentaux, deux groupes de besoins. Donc, on a le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Le besoin d'engagement et le besoin de séparation. Chacun d'entre nous sort de son enfance, soit avec plus de besoin d'être protégé, soit avec un plus grand besoin d'espace. Vous me diriez lequel est le vôtre. Vous êtes arrivé après votre enfance avec un besoin d'avoir plus de protection ou plus de liberté? Plus de protection, je pense. Mais je pense qu'on est nombreux quand même dans ce cas-là. Il y a les deux. Je pose chaque fois la question à tout public. Il y a les deux. Tout est lié à l'enfance alors.
mais pas d'une façon déterministe nécessairement. Donc, il y en a qui ont été négligés, qui ont eu trop de distance et qui ont besoin d'être plus remarqués. Et il y en a qui ont été étouffés ou envahis Et qui ont ou besoin de plus violentés d'espace. et qui ont besoin des frontières et plus d'espace. Et chacun semble savoir très très bien qui il ou elle est et qu'est-ce qu'ils ont besoin. La fusion vient souvent de ceux qui ont l'impression qu'il faut qu'ils soient à l'intérieur de l'autre, de devenir l'autre, de se mêler à l'autre, d'être en symbiose avec l'autre pour pouvoir être eux-mêmes. Pas seulement pour ne pas être seuls, c'est aussi pour pouvoir être eux-mêmes. Vous savez, quand on a un petit enfant, on joue à coucou. Et coucou, ça veut dire que quand je me cache Le visage. et que je ne vous vois pas, vous êtes encore là. Et que même si vous ne me voyez pas, je suis encore là. Et ça me permet de partir, d'aller jouer, d'aller dans ma chambre, d'aller explorer, d'être dans mon propre imaginaire, en étant en sécurité, tout en étant en liberté. Parce que quand je reviendrai, vous serez là, la maman, le papa, l'adulte sera là et me reprendra. Et donc je peux partir et être avec moi-même sans être seul et sans être sans bouée et sans racines. Alors comment est-ce qu'on le développe? Un petit enfant, il est assis sur nos genoux. Et à un certain moment, il s'en va. Il va jouer, il va courir, il va explorer. Et à un certain moment, il se retourne et il regarde l'adulte. Et si l'adulte lui dit « Ma petite, mon petit, le monde, c'est super. Va voir, il y a plein de choses à découvrir. » En général, l'enfant prend cette assurance, se retourne et va plus loin. Et il ou elle vit au même moment attachement et liberté, sécurité et aventure, connexion et séparation. Et ça se passe très très bien. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas eu ce schéma-là aussi simple. On a un adulte qui nous dit « Moi, je me sens seul sans toi. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? On n'a pas tout ce qu'on a besoin ensemble, toi et moi. Je suis déprimée, je suis anxieuse, etc. » Et ce sont tous des messages qui ne doivent pas être dits en mots, mais qui disent au petit enfant « Reviens, ne pars pas. » Et à ce moment-là, une des réponses, et ça c'est la réponse de ceux qui vont être dans la symbiose, c'est la personne qui revient en disant « Pour ne pas te perdre toi, et pour ne pas perdre ma connexion avec toi, je perdrai une partie de moi-même. Je laisserai partir mon besoin de liberté et d'indépendance pour maintenir ma sécurité et ma connexion avec toi. » Ça, c'est une des réponses. Et j'apprendrai que l'amour vient avec un poids, avec une surcharge, avec un excès de responsabilité et d'anxiété. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend de l'amour, on l'apprend très très jeune. Et ensuite, on le plaque comme ça sur toutes les personnes qu'on va rencontrer dans notre vie. Et il faut faire en fait évoluer parfois cette représentation qu'on a de l'amour. Tout auteur doit écrire et rédiger. Et nous sommes les auteurs de notre vie et de nos relations. Et donc, on doit écrire souvent et rédiger très précieusement. Les gens qui vivent l'amour avec cette angoisse-là, ce sont souvent les gens qui ont du mal à faire l'amour à la personne qu'ils aiment. Parce que faire l'amour avec la personne que j'aime, donc maintenir le désir dans le couple, c'est pouvoir jouer pendant que je suis avec toi. Et jouer, ça veut dire que je rentre dans mon corps, dans mes sensations, dans ma sensualité, dans mon plaisir, pendant que tu es à côté de moi. C'est exactement ce que fait l'enfant quand il part jouer. Mais dans la version adulte, le jeu, c'est la sexualité. Pour pouvoir être sexuel et sexué avec quelqu'un avec lequel je suis en relation amoureuse, il faut que je puisse sentir la liberté de lâcher l'autre pour rentrer à l'intérieur de moi. Il n'y a pas de jouissance si je n'arrive pas à un moment à arrêter de penser à l'autre et à rentrer entièrement en moi-même. Vous dites quelque chose de très intéressant à un moment donné. Vous dites justement que le propre de l'érotisme, en fait, c'est de parvenir à s'abandonner sans se perdre. C'est ça dont vous me parlez ? Oui, c'est la capacité de rentrer à l'intérieur de moi sans avoir peur que quand je reviens, vous ne serez pas là, comme le petit enfant qui va jouer. Et la capacité pour vous de faire la même chose, et la capacité de rentrer à l'intérieur de vous, dans votre univers, pas seulement les orifices, dans l'univers de l'autre, sans avoir peur que si je rentre chez vous, je n'en ressortirai jamais et que je vais être bouffée. Donc c'est cette façon d'être à la fois temporairement dans une fusion, mais à la fois dans laquelle chacun est aussi à l'intérieur de soi. C'est pour ça que vous dites qu'il faut
affirmer son identité et son indépendance au sein d'un couple pour participer à réveiller ou éveiller le désir? Absolument. Le désir, c'est beaucoup de choses, mais une façon de le définir psychologiquement, c'est, je ne sais même pas comment je traduirais ça en français, to own the wanting. C'est être souverain de sa volonté. Quand je désire, c'est que je veux quelque chose et je me sens mériter ce que je veux, dans le bon sens du terme, entitled en anglais, mais healthy entitlement. Et donc, la source même du désir, c'est la valorisation de soi. Et la reconnaissance que je porte à moi-même et la reconnaissance que les autres me portent à moi. Pour dire je veux, je désire, il faut qu'il y ait un je qui mérite de vouloir et qui a confiance que si il ou elle veut, il y aura quelqu'un d'autre qui voudra me satisfaire. Le désir est une légitimisation de ce qu'on veut, de son désir, de ce qu'on espère, de sa volonté, de son espoir, de sa personne. Donc, désir est terriblement lié à la valorisation de soi, à l'auto-estime et à se sentir pas seulement aimé, mais aimable. Que quelqu'un puisse m'aimer, que je suis assez bien que pour être aimé, que je suis assez bien que pour être désiré. C'est une question de confiance en soi, en fait. C'est plus que confiance, c'est vraiment valorisation de soi. C'est la valeur qu'on s'attribue à soi-même. C'est encore plus profond que la confiance, c'est la manifestation de ça. Quand je dis valeur de soi, il n'y a rien qui tue le désir, plus que l'autocritique. S'il s'agit de femmes, c'est très simple. Il faut demander à toute femme, est-ce que vous feriez l'amour à vous-même? Si elle ne veut pas se faire l'amour à elle-même, il n'y a aucune raison qu'elle accepte que quelqu'un d'autre veuille lui faire l'amour. Il faut d'abord qu'elle s'auto-érotise. La question du désir que je pose à tout le monde, c'est pas qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui anime votre désir, c'est comment est-ce que vous vous animez vous-même et comment est-ce que vous vous éteignez vous-même. Pas qu'est-ce qui vous éteint et qu'est-ce qui vous nuit, mais plutôt comment vous le faites. Et quand on demande aux gens « I turn myself off »,« I shut down my desire », je m'éteins, je m'élimine. Les réponses n'ont rien à voir avec la sexualité, ça a à voir avec je ne suis pas en confiance avec moi-même, j'aime pas mon corps, je me sens pas bien à l'intérieur de moi. Si j'ai pas envie d'être dans mon corps et que mon corps est comme une prison, pourquoi est-ce que j'inviterais quelqu'un à venir me rendre visite? Si moi je veux en sortir tout le temps, il n'y a aucune raison que je veuille que quelqu'un d'autre vienne. Et si moi je ne suis pas connectée à mon désir, l'autre peut me vouloir autant qu'il veut. Il n'y aura personne à la réception. Alors comment on se connecte à sa sexualité? C'est une permission. D'abord, c'est une permission qui dit la sexualité qui est principalement aujourd'hui en Occident, pas une sexualité de reproduction, mais une sexualité de connexion, d'intimité et de plaisir, de jouissance. C'est d'abord que j'ai la permission, je m'autorise à m'approcher de quelqu'un, à laisser quelqu'un se rapprocher de moi, je suis en confiance pour pouvoir ensuite aller jouer. Et qu'est-ce que le jeu? Le jeu, c'est quand prendre des risques est amusant. Donc, en fait, il faut quand même qu'il y ait de l'amour et de la confiance, sinon ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de la confiance, mais il y a plein de sortes d'amour. Ça ne doit pas être un amour romantique. Il y a beaucoup de très, très belles sexualités qui n'ont pas lieu dans une relation amoureuse. Mais il y a un respect. Il y a une reconnaissance de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que toutes les relations sexuelles aujourd'hui se font comme ça. Mais quand on demande aux gens « et après, comment vous vous sentez ?» C'est comme quand on mange du fast-food. C'est parfois très bon au moment même, mais après, ça laisse parfois un goût pas très... Mais le plaisir peut être là quand même. Alors, le plaisir peut être là quand même, évidemment, parce que on a toutes sortes de plaisirs. On a des plaisirs interdits, on a des plaisirs qui ne sont pas nécessairement bons pour nous, on a des plaisirs courts, on a des plaisirs qu'on garde en secret pour soi. On a toutes sortes de plaisirs. Mais ce qui est parfois probablement plus important à préciser, c'est que ce n'est pas l'orgasme qui est le plaisir. C'est le voyage. C'est le voyage. Je veux dire, les gens, quand ils parlent de sexualité, ils pensent à l'acte. C'est pour ça que j'ai toujours fait une distinction entre sexualité et érotisme. C'est ça. Les femmes ont fait l'amour, enfin, je ne dis même pas faire l'amour, les femmes ont subi la sexualité pendant des siècles sans ressentir quoi que ce soit. Et vous dites que l'érotisme commence après l'orgasme? Non, je dis que les préliminaires commencent à la fin de l'orgasme précédent, que ce n'est pas 3 minutes avant l'acte, et que l'acte est l'essentiel. Et l'acte est dans une vision assez masculine de la sexualité, qui est la pénétration avec un orgasme qui termine pour bien prouver que quelque chose a eu lieu. C'est vrai que les femmes ont quand même été formatées à assouvir un peu les désirs
de leur partenaire. Moi, j'ai l'impression que j'ai grandi avec cette idée-là, qu'il fallait que je satisfasse la personne qui était en face de moi et que peut-être éventuellement je prendrais du plaisir. Et pourtant, j'habite à Paris, on est en 2018, voilà quoi. Mais en même temps, on réalise en lisant votre bouquin que les hommes aussi portent en eux une espèce de responsabilité qui s'allie mal avec l'érotisme, qui est d'être dans la performance. Donc en fait, on est hommes et femmes, on est un petit peu rongés comme ça Ah, par c'est des... terrible, c'est Ouais. terrible. Les scripts sont étroits et d'un ennui mortel pour tout le monde. C'est vrai, Pour tout le monde. c'est Je veux vrai. dire, il y a deux choses qui sont pour moi essentielles à ce niveau-là et au niveau du genre aussi. C'est que à la fois le message pour la masculinité et pour la sexualité masculine a un focus sur la performance et la compétence qui est énorme, mais en même temps, les hommes, surtout dans des relations hétérosexuelles, vous diront que rien ne leur donne plus de plaisir que de la voir, elle, dans son plaisir et Eh de oui. la voir jouir. Pas seulement jouir au niveau orgasme, mais de la voir dans son plaisir. Pourquoi? Parce que quand une femme montre son plaisir, l'homme sait qu'il n'est pas prédateur. Il sait qu'il n'est pas dans la violence. Et ça le rassure de ne pas avoir à jouer ce rôle, en fait. C'est pas seulement ça le rassure, il n'a pas envie d'être violent. La seule chose qui lui donne la distinction entre l'abus et la jouissance, c'est le plaisir qu'elle prend. Il dépend entièrement de sa réponse à elle pour savoir qu'il est dans le délice et pas dans le dégoût. Tandis que pour elle, j'entends très rarement. D'ailleurs, vous me dites, moi j'ai été formatée pour faire plaisir aux hommes, mais je n'ai encore jamais entendu une femme qui me dit « Rien ne me donne plus de plaisir que de voir mon homme dans son plaisir. » Elle s'en fout. Ce qui lui donne du plaisir, c'est d'être la cause du plaisir, mais pas de lui donner le plaisir. Et ça m'a ouvert C'est une vrai. porte. Parce que ça veut dire que la sexualité féminine, pour pouvoir se donner, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir être dans son plaisir à elle, il faut qu'elle soit déchargée de la responsabilité affective. Il ne faut pas qu'elle se soucie de qui que ce soit. Quand elle se soucie de lui, des enfants, de son ego à lui, elle est dans la prise en charge, elle n'est pas dans le plaisir. Ce qui Exactement. lui donne du plaisir, c'est quand elle peut, pour une fois, arrêter de penser aux autres et se focaliser entièrement sur elle-même. Et c'est ce besoin narcissique qui rend la sexualité féminine dans son potentiel. C'est l'inverse du rôle social. C'est pour ça qu'on a besoin parfois de cette sécurité en fait affective pour pouvoir bon, c'est bon, il m'aime, je peux m'oublier, je peux me laisser aller et prendre du plaisir. Et dès qu'on est un peu moins sûr de la relation, que c'est un peu plus compliqué, que voilà, qu'on veut plaire, qu'on est encore dans la séduction, ben là c'est plus compliqué, je trouve. Et c'est Ah oui, exactement parce ce que je vous suis dites. dans la prise en charge. Voilà, c'est ça. La prise en charge est une expression d'anxiété ou d'amour, mais rarement de désir. Mm. Vous savez, si vous demandez à votre public, quand est-ce que vous vous sentez le plus attiré par votre partenaire? Pas seulement sexuellement, mais en général. Quand est-ce que vous vous sentez porté, attiré par votre partenaire? La première réponse, maintenant je l'ai mondialement, donc je peux vous la donner. Il y a 4 groupes, mais la première, quand mon partenaire, quand mon conjoint, quand mon petit ami, ma petite amie, quand il ou elle est dans son élément, quand il fait un truc qui le passionne, quand elle est sur scène, quand il est sur son cheval, quand il joue avec les enfants, quand je le vois en train de parler avec les autres, quand il est en confiance avec lui-même ou elle-même. C'est-à-dire quand l'autre est dans l'autosuffisance, dans l'indépendance et qu'il ou elle n'a pas besoin de moi. Et comme il n'a pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de m'occuper de lui ou d'elle. Et si je ne dois pas m'occuper, Je peux prendre du plaisir. voilà. Génial. Je note. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le désir éveillé dans un couple? D'abord, on le maintient éveillé en soi. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien qui tuera plus le désir que l'anxiété, l'angoisse, pour toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité d'ailleurs, ou l'anxiété et l'angoisse liées à des traumas sexuels, l'autocritique, la négligence de soi. Quand je demande aux gens, vous vous animez comment? Qu'est-ce qui vous excite? Mais pas seulement sexuellement. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous maintient vivant? Énergétique, parce que c'est une énergie d'abord quand même. Et c'est pas l'acte. Les gens me parlent de quand je m'occupe de moi, quand je vais dans la nature, quand j'écoute de la musique, quand je vais danser, quand je suis avec mes amis, quand je suis vivant.
Et quand je suis vivant, j'ai envie de m'ouvrir à des aventures. Et l'aventure sexuelle, même chez moi, ça va ensemble. Faire la chose n'est vraiment pas là où moi je mets l'accent. C'est se sentir vital, en fait. C'est ça. L'érotisme, c'est cette force vitale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens, ils sont dans la maison, ils sont dans la prise en charge, ils sont dans les responsabilités, ils sont dans je suis bon citoyen, je fais tout ce que je dois faire. Et de là, je dois subitement passer au jeu. En une fois, je dois avoir envie, mais je ne sens rien du tout dans mon corps. Et de dire à quelqu'un, t'as envie? Mais attendez, à 11 heures du soir, comme ça, à la fin d'une grande... Je veux dire, qui a envie comme ça? Il n'y a pas d'histoire. Je le sais parce que je viens d'écrire un livre sur l'infidélité. Et l'infidélité, en fait, c'est un script érotique. C'est-à-dire, je vois ces gens qui étaient mornes, ternes et éteints, et qui du jour au lendemain se retrouvent dans une nouvelle histoire où ils aiment le rôle qu'ils sont en train de jouer. Et c'est pour ça que je parle de transgression. Mais ça ne doit pas se passer uniquement avec quelqu'un d'autre. C'est aussi à l'intérieur de soi, dans son chez-soi. C'est-à-dire, je ne suis pas uniquement la mère, ou la femme, ou le partenaire, celui qui vient de vider les poubelles, etc., etc. C'est que, quelque part, je m'approche encore de l'autre en tant qu'amant. En fait. Donc, parfois, je dis aux gens, vous allez sortir une autre adresse email ou avoir un autre channel pour vous parler, pour chatter ensemble. Et dans cette boîte-là, vous n'avez pas le droit de parler ni des courses, ni des responsabilités, ni de la domesticité, ni de ce qu'il faut faire, tout ce qui est l'aspect management de notre vie. Là, vous allez uniquement vous parler quand vous avez en fait envie de dire quelque chose à l'autre qui dit « je pense à toi, je nous vois, je nous imagine, j'ai envie de... » sans rien demander, sans faire une liste des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire créer un espace érotique, un espace où on cultive le plaisir pour aucun autre but que le plaisir en soi. Or, il nous semble difficile, quand on est dans son quotidien, où on est dans la responsabilité et tous ces trucs-là, de lâcher ça pour passer de l'autre côté et se donner la permission d'être dans le plaisir. Ces deux choses ne vivent pas bien ensemble, responsabilité et plaisir. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on lâche l'un et on crée un espace chez soi pour arriver à l'autre? Alors, pour certains, c'est on va danser, parce qu'on ne peut pas danser et être triste. On peut peindre, écouter de la musique, dire de la poésie et être triste ou anxieux, mais on ne peut pas. Le corps ne nous laisse pas danser si le corps n'est pas dans une certaine joie et une certaine énergie positive. Et la sexualité, c'est la respiration et le mouvement. C'est une énergie, ce truc-là. Ce n'est pas un truc fixe. Donc, le mouvement est très, très fort là-dedans. La nature, l'art, et tout ce qui est... Qui nous tire de notre quotidien. De l'ordinaire vers le sublime. Et ça, les gens le perdent. Ils le perdent, ils arrivent, ils se mettent au lit et puis ils se font 3 petites caresses dans le dos, comme un policier qui dirige la circulation. Je veux dire, et ça doit exciter quelqu'un. Ou il dit 2 petites phrases, j'ai envie de toi. Et, attends, mais prouve-le. Prouve-le que tu as vraiment envie de moi. Montre-moi. Et montre-le-moi de façon démonstrative, comme on le faisait au début. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'au début, les gens déploient un arsenal extraordinaire avec l'idée qu'après, il ne faudra plus rien faire, plutôt que l'inverse. Pour que ça dure, il faut que l'arsenal continue à être créatif et ludique et imprévu non-stop. Mais ce n'est pas des grandes mises en scène. Vous dressez un joli portrait de notre imagination érotique et vous évoquez notamment les fantasmes. Alors, pourquoi c'est si difficile de parler de nos fantasmes sexuels à notre partenaire alors que la société, dans son ensemble, nous encourage plutôt à avoir une sexualité débridée? Oui, mais ça c'est... On parle à tout le monde, sauf avec la personne avec qui on est. Qu'est-ce que le fantasme? Le fantasme, c'est une façon aussi de parler de son intimité érotique. C'est qu'est-ce que j'aime? Si c'est un bac à sable, la sexualité, dans laquelle j'ai envie de vivre différents aspects de moi, est-ce que je peux me montrer comme ça avec toi? Est-ce que je peux jouer différents rôles? Comme les enfants, quand ils jouent, une fois ils sont policiers, une fois ils sont pompiers, une fois ils sont élèves, une fois ils sont profs. Ils jouent des rôles, ils sont dans des histoires. Mais nous, on oublie l'histoire et on se focalise sur l'acte. Eh bien, cet acte en soi, il n'est pas assez intéressant pour le faire pendant 20 ans avec la même personne. Surtout que ce qui est très intéressant sur ce que vous dites par rapport au fantasme, c'est qu'il nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Ah oui, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que quelqu'un peut me dire ce qu'il fait
ça me raconte une histoire, mais quand il me dit à ce qu'il pense pendant qu'il le fait ou qu'elle le fait, là, il me raconte son intérieur. Vous me donnez un petit exemple? Il y en a plein, je veux dire, je voudrais que quand je m'approche de lui, ou d'elle d'ailleurs, ça peut dans les deux sens, il m'ignore. Il m'ignore en fait. Et puis je me rapproche encore une fois et il m'ignore encore. Et puis je me dis, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et puis en fait, tout le but, c'est d'être choisi, c'est d'être vu et choisi. La meilleure phrase que j'ai entendue, c'est qu'un vrai fantasme, un bon fantasme, décrit la problématique et offre la solution. Je me suis souvent sentie invisible. Dans mon fantasme sexuel, je ne suis pas invisible. Je commence invisible et après je deviens irrésistible. Je fais que l'autre ne peut plus se passer de moi parce que souvent j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait vraiment pas de place pour moi. Et je crée un script, une situation. En fait, un fantasme sexuel, c'est un code pour un besoin affectif. Ça ne traduit pas un besoin sexuel, ça traduit un besoin émotionnel. C'est un langage de code, en fait. Par une réalité inversée, en fait. Oui, très souvent. C'est fascinant. Très souvent. Même si c'est j'aime faire amour dehors. J'aime faire l'amour... hier, j'étais en train de voir une scène dans un film. Et ils sont à la fenêtre. Il dit, viens, on va se coucher. Et elle dit, non, 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 viens, on reste à la fenêtre. Et il dit, mais il y aura les voisins. Elle dit, alors je vais leur montrer aux voisins. Ça veut dire quoi cet exhibitionnisme? Ça veut dire, c'est ça la transgression chez soi, non? C'est, on devrait aller dans notre chambre à coucher, fermer la porte, parce que c'est comme ça que font les gens qui sont mariés, peut-être sous les draps avec la lumière éteinte, comme ça personne ne sent rien, et on peut se cacher, on peut faire comme si on n'avait rien fait. Et là, elle dit, ah non! Nous, on est encore des jeunes amants et on a encore plein à montrer et on dit au monde entier, voilà ce que je suis en train de faire là maintenant. C'est pas parce qu'elle veut que les autres la voient, c'est parce qu'elle veut dire, je ne fais pas ce que je suis censée faire, qui est une femme mariée, rentre chez elle, etc. C'est ça la rébellion, en fait. C'est assez petit. Les gens ont toujours des idées que ça doit être des grosses productions Hollywood. C'est rien de tout ça. C'est des petits schémas dans lesquels je ne fais pas ce que je suis censée devoir faire. En fait, on a une vision quand même assez sombre du mariage. On assimile le mariage à toutes sortes de choses négatives, qu'il faudrait adopter un comportement plus raisonnable, se résigner à une vie sexuelle un peu plan-plan, à faire des sacrifices en tout genre. En fait, je me demande si on n'est pas un peu collectivement responsable de ce qu'on a fait du mariage, de cette réputation de sanctuaire de la désillusion qu'on lui a construite et de tous ces stéréotypes qu'on lui attribue. Mais le mariage n'a jamais rien eu à voir avec la passion. La passion a toujours existé, mais ailleurs. Elle n'était pas. Le mariage, c'était une entreprise économique. Pour avoir le statut social, pour appartenir à la communauté, pour avoir les biens, pour avoir les enfants et pour avoir un compagnon pour travailler la terre, pour gérer le quotidien, en fait. Ça n'a jamais été un lieu pour vivre une histoire amoureuse. Et alors maintenant, on veut les histoires amoureuses chez soi, mais en plus, on veut une sorte de passion chez soi. La grande question du désir, c'est quand même pourquoi est-ce que la génération post-68, qui a la contraception en main, qui n'a plus un problème de virginité, donc elle a connu la sexualité et les petits amis pendant des années, qui se retrouvent avec 15 ans de nomadisme sexuel avant de s'établir avec quelqu'un, qui a la permission de faire ce qu'elle veut et qui n'en a pas envie. En tout cas, pas chez soi. Ça, c'est la grosse question. On a envie d'avoir envie. Les gens viennent chez moi dans mon cabinet pour que je leur redonne envie. Comme si moi, je peux leur redonner l'envie, puisque l'envie, c'est la seule chose qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un. On peut imposer la sexualité à quelqu'un. On peut forcer quelqu'un à avoir du sexe, mais on ne peut pas le forcer à vouloir. Le vouloir, c'est la liberté fondamentale. C'est ça le désir. Et ils viennent chez moi pour en demander que je leur redonne du désir. Et moi, ce que je regarde, c'est comment ils ont tout étouffé. Comment ils se sont mis dans une situation dans laquelle ils se permettent de fantasmer sur plein de choses, mais jamais c'est chez soi. Ils n'amènent pas cette énergie à l'intérieur. Oui, entre autres parce que quelque part, ils voient le couple ou le mariage ou la relation établie comme un truc sérieux, responsable. Vous avez un peu ouvert une porte dans le mariage, en fait, et vous laissez se faufiler la subversion au cœur de cette institution, parce qu'en fait, elle porte en elle une charge érotique qui peut finalement le servir. Donc,
En fait, ce que vous proposez, c'est un peu de garder la structure du mariage, mais de changer le mode de fonctionnement, de garder la carcasse et de changer le moteur, quoi. C'est un peu ça? C'est-à-dire que je vais d'abord définir pour vous ce que j'appelle l'intelligence érotique. Allons-y. Parce que pour moi, ça a été un moment très important. C'est-à-dire, je me suis rendu compte à un moment que ça m'est complètement égal ce que font les gens dans leur sexualité. C'est pas du tout de ça que je parle. Je voyais bien qu'il y a des gens qui ont des rapports fréquents, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça, moi, je suis pas dans la performance et dans les statistiques. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait un sens. L'érotisme, c'est la sexualité qui est transformée par l'imagination. C'est la poésie de la sexualité, c'est pas l'acte. Et cet aspect poétique, je vois que beaucoup de gens le perdent. Et donc, quand les gens se plaignent de problèmes sexuels, je ne parle pas des problèmes de fonctionnement, parfois ils ont envie plus de sexe. Mais en général, ils ont toujours envie de sexe qui soit meilleur. Et le meilleur, c'est le jeu, c'est l'énergie, c'est la connexion, c'est l'intimité, c'est la liberté de pouvoir se laisser aller et se jouer avec soi-même, etc. C'est de ça qu'ils ont envie. Et donc, je me suis dit, la grande différence dans un couple, c'est la différence entre ce que j'ai toujours appelé, moi, les couples qui ne sont pas morts et qui survivent, et les couples qui sont vivants. Quand ils sont vivants, ils ont une énergie. Ils continuent 20 ans après à se regarder et à maintenir le regard d'abord, chose que les gens ne font pas après. Vraiment maintenir le regard. 1 minute, 2 minutes, ce qu'on faisait avant, à se sourire, à se toucher, à se caresser la tête, les cheveux, et pas uniquement de façon affectueuse comme on fait dans la famille, mais de façon sexuée comme on fait avec quelqu'un avec qui on a une relation de désir. Là, une des plus grosses causes de panne de désir, c'est que le couple devient familial. Pas familier, mais familial. Donc, les gens se regardent comme la maman, le papa, le frère, le roommate, le meilleur ami. Et ils continuent à se toucher. Moi, je travaille avec des couples qui se touchent, qui sont très affectueux. Mais ils ont une façon de toucher le bras comme on touche le bras en famille, comme ça. Par contre, le bras qu'on touche tellement doucement, presque imperceptible, de façon énergétique, juste à fleur de peau, etc., ça, c'est un toucher qui est beaucoup plus érotisé. Ce toucher-là, il disparaît chez certaines personnes. Et cette frontière entre affection et sexualité devient comme un mur. Et les gens le sentent. Ils sont dans des petits bisous comme on s'embrasse dans la famille. C'est pas du tout le bisou ou le baiser qu'on donne quand on est dans un baiser amoureux. Et cette familialisation, c'est une des causes premières du désir qui s'en va. Et pour lutter contre ça, vous proposez, je crois, de traiter le désir comme une autre relation. Mais c'est-à-dire que le plus difficile, c'est cette fracture-là, en fait. Et on en parle très, très peu. Parce qu'en fait, très souvent, dans mon couple, je ne parle même pas de mariage, c'est couple. Dans mon couple, je recherche une sécurité, une stabilité, un amour. Je recherche souvent ce que je n'ai pas eu dans ma famille. Je recherche la famille que je voudrais avoir. Mais quand on a la tête bien sur les épaules, on ne veut pas de sexe dans la famille. Le sexe dans la famille, c'est le plus grand tabou. À partir du moment où je vois mon partenaire comme un membre de ma famille, pour certains d'entre nous, la sexualité devient impossible. Impossible. D'ailleurs, les gens me le disent, ne me touche pas, le corps se crispe, c'est viscéral. C'est ceux-là que je parle. Je ne parle pas des gens qui ont moins de sexualité qu'au début. Je parle de ceux qui ont un vrai blocage et pourtant qui s'aiment beaucoup parce qu'ils s'aiment comme on aime dans la famille. Et quand on aime comme on aime dans la famille, on n'a pas de sexe dans la famille. Il faut arrêter de chercher un parent de remplacement. Voilà. Ou d'être le frère ou le parent ou l'adulte avec l'enfant. C'est pareil. Oui. Quand on a un adulte et un enfant dans un couple, en général, il n'y a pas beaucoup de sexe non plus, à moins que ça fasse partie du schéma, le fantasme. Mais sinon, il n'y a pas de sexe. Parce qu'un enfant et un adulte n'auront pas de sexe. Et aucun jouet, et aucune petite technique, et aucun truc va aider ça. Ça, c'est fait pour dire que ce que je recherche émotionnellement n'est pas nécessairement ce qui va de pair avec ce que je recherche sexuellement. Ces deux besoins-là, parfois, sont en conflit. Ce que j'aime, ce que j'ai besoin dans l'amour, n'est pas du tout ce que j'ai besoin dans le désir. C'est pour ça qu'il faut bien séparer, cloisonner les deux. Pour certains, ça n'ira pas ensemble, mais on n'ose pas le dire. C'est pas pour tout le monde d'avoir les deux dans la même relation. Et nous sommes capables d'avoir un attachement ici,
une attirance romantique là et une passion dans un autre lieu. Nous, on voudrait avoir les trois dans la même relation. Mais notre capacité humaine, c'est de pouvoir en fait l'avoir en même temps et avec trois personnes différentes. Donc, est-ce que vous pensez que les hommes, les êtres humains sont monogames comme les cygnes et les loups? Pas du tout. De nature, on n'est pas monogame, mais la monogamie n'a jamais été faite pour la nature humaine. La monogamie, c'est un système au départ économique pour savoir à qui appartiennent les enfants et qui va recevoir les vaches. C'était surtout une imposition sur les femmes. Les hommes n'ont jamais eu besoin d'être monogames. Il y avait pratiquement une licence pour les hommes d'aller voir ailleurs. Non, mais la monogamie n'est devenue la vache sacrée de l'amour qu'avec le romantisme. Et c'est devenu plus une imposition, mais une conviction. C'est encore toujours un modèle culturel et ça n'a jamais été conçu par rapport à la nature. Mais la nature humaine n'est pas monogame et en même temps, la nature humaine est aussi exclusive. Elle est les deux. Elle aime aussi savoir qu'elle a sa place et qu'elle est irremplaçable et unique et indispensable. On a différentes choses dans notre nature et on vit parfois avec des paradoxes qui ne sont pas toujours des problèmes qu'on résout, mais des tensions qu'on doit gérer. Vous passez quand même la plupart de votre temps quand même à rafistoler des unions. Je crois que vous êtes vous-même mariée depuis de nombreuses années. Ça marche, du coup, pour vous? Tout ce que... Mais moi, je crois que j'ai compris une chose, c'est que de toute façon, aujourd'hui, en Occident, la plupart d'entre nous, on aura 2 ou 3 relations adultes ou mariages ou couples dans notre vie. Certains d'entre nous vont le faire avec la même personne. Moi, je suis 35 ans avec la même personne, mais je n'ai pas eu une relation avec cette personne. J'ai eu plusieurs relations. On n'aura plus une relation pour la vie. On aura plusieurs relations pendant une vie, parfois avec la même personne. Et il faut pouvoir se réinventer. Voilà, sinon, soit on se réinvente on location, sans déménager, soit on déménage et on se réinvente ailleurs. Mais se réinventer, on ne peut pas avoir des relations de 60 ans qui restent statiques. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun système qui survit sans changer, sans s'adapter, sans se réinventer. Dans la nature, ni dans la société. Moi, je suis un peu comme vous. J'ai décidé de m'intéresser au désir et à l'amour avec ce podcast. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura fait le tour de cette question ou est-ce que vous pensez que c'est un sujet inépuisable et que, en termes de questionnement, de découverte, d'évolution? Inépuisable. Inépuisable. Depuis l'ère des temps, on écrit des poèmes sur l'amour, on parle de la désillusion de l'amour, on parle de la perte de l'amour, on parle du rejet, de l'abandon, du languissement, de la solitude, de l'union, de la transcendance, je veux dire, c'est inépuisable, c'est l'essence même. Quand je dis sécurité et aventure, c'est amour et liberté, c'est les deux. Et du moment qu'on est, on a ces deux besoins. On a le besoin d'être en union avec les autres et en union avec soi-même, d'être intime avec les autres et intime avec soi-même, d'être à la fois libre et connecté. Je veux dire, pour moi, c'est le pilier même de l'humain et de la société. Pour finir, je vais vous poser une question que je compte poser à tous mes invités dans cette émission. C'est quoi l'amour, Esther Perel? Je vais vous répondre avec une citation des textes juifs. Si je ne pense pas à moi, qui suis-je? Si je ne pense qu'à l'autre, qu'est-ce que je fais? Et si pas maintenant, quand? C'est à la fois la capacité de pouvoir être avec soi-même et être avec l'autre en même temps. Et comment maintenir le contact avec moi tout en étant en contact avec toi. Et c'est un des équilibres les plus passionnants et les plus difficiles. Dans tout couple, il y en a un qui a plus peur de perdre l'autre et il y en a un ou une qui a plus peur de se perdre soi-même. Il y a la peur de l'abandon et il y a la peur d'être suffoqué, d'étouffer.
Et ces deux pôles, je répète tout le temps la même chose sur ces deux pôles, mais à travers différentes images. Pour moi, c'est le défi de l'amour. Merci beaucoup Esther Perel Avec pour plaisir. cette interview. Waouh.